Salut chers auditeurs et chères auditrices de l'Écho des Garrigues 88.5 sur la bande FM, www.ecodesgarrigues.com partout sur Terre. Voilà, donc une émission spéciale aujourd'hui, une écologique dédiée au combat des Gilets jaunes à Montpellier. Et nous parlerons de répression policière, judiciaire, carcérale. Donc nous sommes 8 dans le studio et exceptionnellement, l'émission durera 1 heure et sera dirigée par Jules du journal Le Point. Ça va Jules ? Ça va très bien. Bon, allez, c'est parti, je te laisse faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle. La première émission de radio organisée par l'Assemblée de Montpellier contre les violences d'État, avec un thème un peu obscur, un peu triste, mais qu'on va essayer de rendre joyeux, avec des témoignages qui quand même vont nous donner espoir, on espère, qui est évidemment le thème de la répression policière sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, a-t-on vraiment besoin de rappeler qui sont-ils ? 17 novembre, des centaines de milliers de personnes se lèvent aux quatre coins de la France pour réclamer de la dignité, des meilleurs salaires, pour réclamer tout simplement de vivre dans de bonnes conditions, des points de blocage économiques. À Montpellier ou dans les alentours, on pourrait parler du dépôt pétrolier de Frontignan, des péages, du fret. Évidemment, l'État a répondu à sa manière, brutale, féroce, à savoir la répression carcérale, la répression policière, les coups, la répression judiciaire. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec des invités que je remercie chaleureusement. On a ici Yvan, Bruno, Angélique, Jérôme, Joël, Marie-France, qui vont nous livrer des témoignages d'importance, une parole rare qu'on entend trop peu et qu'on va essayer aujourd'hui de développer. Petite présentation rapide de qui vous parle et au nom de quoi on vous parle. Bon, moi c'est Jules, fichier S, ancien prisonnier, la répression je connais. Et l'Assemblée de Montpellier contre les violences d'État et pour les libertés, c'est une assemblée qui existe depuis 2015 et dont le but est d'organiser la solidarité collective face à ce que nous on nomme des violences d'État. Alors la répression des Gilets jaunes, c'est une répression qui a été condamnée par l'ONU, par la Cour européenne des droits de l'homme, par l'Union européenne. Une répression, on l'a dit, féroce. Et on va tout de suite un peu derrière les phrases, les grandes phrases de l'ONU, etc., parler d'un cas concret, d'un cas précis. Yvan, bonjour. Bonjour. Bonjour donc, à tous. Toi, tu as été donc blessé à l'acte 7. C'était le 29 décembre 2018. C'est ça. Et ce jour-là, on a vu des flaques de sang au sol. Pour être tout à fait clair, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce jour-là ? Moi, effectivement, 29 décembre, acte 7 des Gilets jaunes. Ça a été une journée un petit peu comme les autres, comme les 6 samedis précédents. Assez calme, dans un contexte assez joyeux, on va dire. Voilà. Et puis en fait, ça a été l'acte qui a tout changé dans le mouvement, en tout cas sur Montpellier. Ça a été un acte assez violent. Voilà, on s'y attendait absolument pas. On n'était pas arrivé pour manifester pour en arriver là, absolument pas non plus. Et aujourd'hui encore, on se pose la question qu'est-ce qui a fait basculer en fait cette répression policière sur ce jour-là, sur cet acte-là, parce que il y avait rien qui justifiait en fait de monter d'un cran. Alors si on se souvient, on avait une manifestation qui arrive dans la gare. Les manifestants ressortent de la gare, évidemment, sous la pression des policiers. Oui, tout à fait. Et plusieurs personnes sont touchées à la tête par des tirs de flashball. Quand je parlais de flaque de sang tout à l'heure, ce n'était absolument pas une image. Il y a eu, dans les faits, une flaque de sang. Toi, tu as été touché à la tête par un tir de flashball, une zone du corps censée être proscrite. C'est ça. Raconte-nous un peu écoute, triste événement. Ce jour-là, on était 4. Voilà, on a été 4 à être touchés. Laurent, Kaina, Geoffrey et moi.
Moi, j'ai pris un tir de LBD au niveau du visage, au niveau de l'œil droit. Ce qui m'a sauvé mon œil, c'est ma casquette, voilà, puisque je portais une simple casquette et le projectile est venu taper juste l'arête, vraiment l'arête de la casquette, ce qui a permis de le dévier de 1 centimètre et de pouvoir conserver mon œil aujourd'hui. Donc ouais, tu parlais de flaques de sang, effectivement, il y avait des flaques de sang un peu partout devant la gare. Il y a encore la mienne aujourd'hui. 8 mois après, tu passes là-bas, ça n'a pas été nettoyé. Il y a toujours cette empreinte-là. Il n'y a pas que la mienne, hein. Incroyable. Il y a celle de Cynthia et celle de Geoffrey. Donc voilà, ouais, c'est encore présent. C'est marqué vraiment, comme on peut le dire, c'est marqué dans la pierre, quoi. Alors, c'est des événements un peu durs à raconter, mais c'est intéressant de reparler un peu des faits, on va dire, précis. C'est-à-dire qu'au moment où tu reçois le tir de flashball, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Autant aussi bien des street medics que de la prise en charge des pompiers que des autres tirs, en fait, qui sont Ouais. faits. Alors, c'est simple. En fait, on était effectivement on était dans la gare au niveau des rails. Voilà, il y a eu une confrontation avec les forces de police à l'intérieur qui a été extrêmement violente. Voilà, tir de flashball, ça n'a pas arrêté. Grenades lacrymogènes, des encerclements. Enfin bon, bref, ça a été très très chaud. Donc on est sorti. Pour ma part, je suis sorti aussi. Je suis sorti de la gare, les mains dans les poches. Je le dis parce que c'est important, les mains dans les poches, sans courir, vraiment très calmement. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai fait une dizaine de pas dehors, en extérieur de la gare. Et puis au moment où je me suis retourné, j'ai pris le projectile pleine tête. Voilà. Donc autour de moi, ici, il n'y avait personne, hein. J'étais sur 2 mètres, 2 mètres de diamètre à peu près. Il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas de violence qui revenait vers la gare, en fait, puisque tout le monde sortait. Donc il n'y avait rien. En tout cas, il n'y avait pas d'action menée contre les forces de l'ordre à ce moment-là de l'extérieur de la gare sur l'intérieur. Ok. Et une question, il me semble, dans le témoignage, c'est-à-dire qu'au moment où tu es pris en charge par, on va dire, des street medics. Ouais, enfin, il n'y avait pas encore, chez nous à Montpellier, ça n'existait pas encore les street medics. Il y avait du médic citoyen, on va dire. D'accord. Et du coup, il y a une scène où, on va dire, où des gens apportent des soins à un blessé. Ouais. Est-ce que les tirs cessent à ce moment-là? Non, absolument pas. Alors moi, j'ai pas perdu connaissance. Je suis tombé, j'ai pas perdu connaissance. Par contre, j'ai gardé mes yeux fermés. Par contre, j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu. Donc j'ai entendu une première. Donc je suis tombé, ça a continué à tirer. On s'est occupé de moi. Il y a eu une halte d'à peu près, je sais pas, je te dirais 2-3 minutes où il y a eu des cris, il y a eu des gilets jaunes qui ont expliqué justement qu'il y avait un blessé, qu'il fallait arrêter de tirer. Et puis je te dis, au bout de 2 minutes, ça a repris. Voilà, de nouveau tir de LBD. Et ça, parce que le gars qui était en train de me soigner l'a pris dans le dos. Donc si c'était pas lui qui était visé, c'était moi. Voilà. Tir de grenade lacrymogène, encore une fois, où j'en ai pris une moi quand j'étais à terre, dans ma veste, à l'intérieur de ma veste. Donc à ce moment-là, il y a une banderole qui s'est mis en travers des forces de l'ordre et de moi-même pour pouvoir nous protéger et effectuer les premiers soins, parce que sur le moment, j'étais pas transportable. Et donc ça s'est arrêté une deuxième fois. Voilà, ça s'est arrêté une deuxième fois et puis ça a recommencé une troisième, et c'est là qu'ils ont été obligés de m'évacuer du lieu parce que c'était plus tenable. On tombait les uns après les autres, en fait. Ok, alors pour aller approfondir un peu plus loin en dehors de la blessure, toi, est-ce que tu t'imaginais, en participant au mouvement des Gilets jaunes, pouvoir être atteint de cette manière-là, on va dire, dans la tête, pour être clair? Et au-delà de cette question, qu'est-ce que ça a, on va dire, changé en toi vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des autorités? Moi, c'est ma première manif, hein, le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été mes premières manifestations où, voilà. Donc, je connaissais pas forcément comment se déroule une manif, comment se comporter en manif aussi, parce qu'il y a certains codes, il y a certaines choses à savoir que j'ai apprises aujourd'hui. Mais voilà. Tu parles des institutions. Moi, aujourd'hui, les institutions, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se cacher justement derrière ces institutions et ne pas porter la responsabilité de ses actes, la responsabilité de ses pensées. Voilà, on entend beaucoup de personnel des différentes administrations nous dire on vous soutient, on est avec vous, on est 100% gilets jaunes.
Ok, c'est bien. Et quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous restez à votre place, mais vous nous soutenez, c'est une très bonne chose, c'est bien, mais en fait, non, ça suffit pas, il faut descendre. Donc moi, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui avec l'administration en général, policière encore un peu plus, puisque, encore une fois, on peut voir que beaucoup de gilets jaunes sont interpellés immédiatement, incarcérés dans les 48 heures, et que pour les blessures graves sur les gilets jaunes, que ce soit des mutilations ou, entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, un simple matraquage, il y a absolument aucune suite sur les forces de l'ordre, en fait. Voilà, c'est de l'impunité totale, on laisse faire, faites-vous plaisir, et puis surtout, ramener l'ordre, c'est ce qu'on a besoin. Malgré tout, on te voit encore dans les manifestations, ta tête est encore visible. Ouais. Et moi, j'ai cru te voir, j'en suis même absolument certain, avec l'habillage de street medic. Ouais. Alors, est-ce que c'est un engagement qui est venu direct, une réflexion qui était là avant la blessure? Est-ce que c'est venu après? Enfin, raconte-nous un peu. Non, c'est venu. Non, en fait, comme je te disais tout à l'heure, ça n'existait pas encore le street medic. Et moi, je suis retourné de suite, en fait. J'ai été blessé le samedi et le lundi, j'ai été apporter mon soutien à un collègue gilet jaune qui passait au tribunal. Et c'est ce qui m'a permis de reprendre, en fait, très vite, d'avoir le courage et le soutien de tout le monde, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est énorme pour nous blessés. Le soutien de l'ensemble de la population, parce que enfin l'ensemble, grosse partie en tout cas. Et donc j'y suis retourné et puis la façon pour moi de continuer dans le mouvement sans interférer dans le dossier judiciaire, puisqu'il y a un dossier judiciaire derrière, il y a eu un dépôt de plainte, je suis passé à l'IGPN aussi. Ça en est où? Plus de nouvelles. Voilà, je suis passé le 3 mars auditionné par l'IGPN à Montpellier, et depuis, plus rien. C'est intéressant. Et quelle était un peu la nature des questions de l'IGPN? Ma responsabilité au milieu de cette manifestation. Voilà. Démontrer ma place au sein de la manifestation et mes actes. Voilà. J'en profite pour faire un petit conseil à toutes et à tous. Les auditions de l'IGPN, qui est l'inspection générale de la police nationale, ou celle de l'IGGN, inspection générale de la gendarmerie nationale, sont souvent, parfois, on va dire, tendent à accuser la personne qui est en train d'être auditionnée. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qu'on va faire passer pour témoigner de violences policières. En fait, la police va vouloir, comme tu le dis, en sous-main, c'est-à-dire en fait, on va essayer de reconnaître que la personne, au final, était présente dans une émeute. Donc, elle serait peut-être condamnable pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien tourné, hein. Ils travaillent bien, hein. Ils savent s'exprimer, ils connaissent à quel moment il faut placer 2-3 petits mots, 2-3 petites phrases pour pouvoir faire avancer leur dossier. Voilà, donc moi, n'ayant absolument rien à me reprocher, j'ai dit ce que j'avais à dire. Une petite dernière question, on est plus de 6 mois après la blessure, ça va? Ça va, ouais, ça va. Physiquement, 2-3 petites séquelles, mais rien de grave en soi comparé à d'autres blessés. C'est plutôt après un petit peu psychologique où effectivement, quand je vois passer une voiture de gendarmerie ou de police, il y a une boule au ventre. Voilà, une boule au ventre, un petit moment de stress, un petit moment de contrariété, et puis ça passe. Mais bon, c'est compliqué à vivre. Il y a encore des images, il y a encore des sons, il y a le mouvement qui te rappelle aussi tous les jours. Il y a ta glace tous les matins, quand tu sors de ta douche, il y a ta glace qui te le rappelle aussi. Donc, on essaie de passer au-dessus. Ça fait partie du mouvement et voilà. On fait avec. Merci beaucoup, Yvan, avec plaisir, merci pour ce témoignage précieux. Et je rappelle que l'excellent collectif Désarmons-les, qui travaille sur les questions de violence, de mutilation policière notamment, alors parle d'une personne décédée par la police, Zined, de 5 personnes qui ont eu des mains arrachées, de 24 personnes éborgnées, dont Yvan a malheureusement aurait pu faire partie, d'une personne qui a perdu son audition définitivement. C'est évidemment sans compter sur les milliers de personnes qui ont été gazées, combien d'autres matraquées, combien d'autres traumatisées par le son des grenades. Alors on va maintenant s'intéresser à une autre thématique de la répression. La répression, comme on a pu le voir, elle est policière, elle est dans les coups. La répression, elle est aussi carcérale. Et j'ai autour de la table Bruno,
qui fait partie des personnes incarcérées, et Angélique, que je vais inviter à s'asseoir peut-être autour, à prendre un micro. Et du coup, alors, rappelons quelques chiffres de la répression carcérale. On parle des chiffres qui nous datent du 3 avril, de déjà environ 390 personnes incarcérées. Comme je vous le dis, ces chiffres datent de début avril. Ils ont évidemment augmenté, puisque rien qu'à Montpellier, depuis avril, de nombreuses personnes sont passées par la case prison. Alors, Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Angélique, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno, tu as été, toi, mis en prison suite à des accusations de dégradation. On ne reviendra pas dessus, car l'enjeu ici, c'est plutôt de parler de la prison en tant que telle. La prison, c'est un lieu clos. C'est un lieu où il y a très peu de témoignages. On est tout simplement enfermés. Et rien n'est fait pour pouvoir un peu divulguer la parole des prisonniers. Donc ma première question va être assez simple. Les témoignages des prisonniers sont précieux. Comment s'est passée ton entrée en détention? Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle le choc carcéral? La parole est à toi sur ton entrée à l'intérieur des murs. Oui, alors déjà bonjour à tous. C'est vrai que quel que soit le motif, quelle que soit la raison, rentrer en prison pour tout à chacun, c'est une dure expérience. Quel qu'en soit le caractère de chaque personne, il faut à un moment donné être honnête. C'est, comme tu disais, une privation de liberté. C'est le but, on va dire, mais c'est au-delà. C'est au-delà parce que c'est pas qu'une présence d'une porte fermée de 4 murs. C'est suite à diverses investigations ou des comparutions immédiates, c'est une privation de l'ensemble de sa vie, de l'ensemble de tout ce qu'on doit laisser justement derrière ces murs quand on est privé de ça. Donc c'est-à-dire, ça soit ses actions diverses professionnelles, sa famille et toute sa vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est dur pour certains à porter. On a toujours, je pense, à un moment donné, la réflexion et le contre-coup derrière ces murs, parce que justement, oui, il y a quand même un silence. La vie carcérale, c'est pas facile. Je pense, et c'est mon avis personnel, que le système carcéral, déjà par lui-même, se met lui-même des difficultés. Au sein du fonctionnement de chaque établissement. Dans beaucoup d'établissements, il y a des problèmes. Et il y a même des désaccords entre les établissements pénitentiaires et leur hiérarchie, qui est directement le gouvernement, puisque ça s'est vu, il y a des manifestations, il y a eu des centres pénitentiaires qui ont eux-mêmes été bloqués. C'est pas sans raison, c'est aussi des hommes. Je vais revenir à mon incarcération. Moi, je l'ai trouvé injuste, parce que mon dossier, pour moi, ne méritait pas cette privation de liberté. Tout ce que j'ai pu laisser, et notamment avec tout ce que ça engendre aussi après l'incarcération quand même, sur un plan professionnel en ce qui me concerne, j'ai perdu énormément. Donc derrière, il y a aussi une reconstruction morale, professionnelle, familiale. Et ça, oui, c'est vrai que entre les murs, à part trouver peut-être certaines personnes avec qui tu peux avoir des échanges, c'est déjà pas évident. Il y a quand même, je pense, un soutien. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une mauvaise image, on va dire, des gens du service pénitentiaire, ce qu'on appelle vulgairement les matons. Derrière le costume, après c'est l'image que moi je me suis donnée, c'est quand même des hommes. C'est pas eux qui m'ont mis en prison. Eux, ils ont un travail. Je pense que ces gens-là, comme aussi bien d'autres personnes dans d'autres milieux professionnels, ont aussi des difficultés. Et je pense que même eux, dans leur travail, ont des difficultés par rapport à la législation et au droit français. Sur ton témoignage est intéressant, mais c'est sur la question des prisonniers dont tu parlais. Tu évoquais en esquisse une vie quotidienne qui se recrée à l'intérieur des murs. C'est quoi un peu le rapport des détenus entre eux? Et une question aussi un peu plus précise, est-ce que ton engagement au sein des Gilets jaunes, il a été évoqué? Est-ce que tu l'as évoqué avec d'autres détenus? Est-ce que ça a donné lieu à des discussions? Quelle est un peu, on va dire, la vie au quotidien avec les autres détenus? Alors bon, je n'ai rien à cacher. Après, c'est pas non plus... Ce n'est pas ma première incarcération, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, notamment celle-ci, pour ce mouvement, de rencontrer des gens, oui,
Petit à petit, en fait, en prison, il y a quand même des clans qui se font en fonction de l'endroit où vous habitez, du genre de personne que vous êtes, en fonction de plein de choses. Et après, vous vous regroupez, c'est certainement petit à petit, il y a des affinités qui se font. Vous arrivez dans un contexte, notamment dans un établissement où vous connaissez personne. Il va falloir que vous appreniez à vivre en communauté avec ces gens-là, où c'est que vous ne savez rien d'eux. Notamment partager une cellule, 8 mètres 75 carrés au quotidien, on va dire 22 heures par jour. Donc oui, il y a un temps d'adaptation, il y a beaucoup de mise en question. Et moi, j'ai pu, c'est vrai qu'en plus le mouvement était en plein essor. Il y a eu énormément d'incarcérations, d'arrestations. Donc je me suis retrouvé au sein de l'établissement avec d'autres gilets jaunes. Donc oui, effectivement, on arrive à aborder ces conversations-là. Pour quelles raisons on a été incarcéré, sous quel motif, ou même peut-être juste placé en détention. Oui, il y a des rapports qui se font, mais voilà, les affinités sont comme à l'extérieur, en fait. Sauf que c'est une ville dans un petit village, voilà. Après, il faut trouver sa place. Il faut trouver les personnes avec qui vous pouvez justement avoir les meilleurs échanges, ou c'est que vous puissiez avoir le meilleur moment de ce temps à passer. Merci, puisqu'on a souvent l'impression, moi ça me fait évidemment plaisir en tant qu'ancien détenu, je ne vais pas me cacher non plus, souvent les gens parlent de la prison un peu comme d'un lieu où tout le monde serait des sauvages, et c'est important effectivement de rappeler qu'il y a une vie à l'intérieur des murs et que, comme tu le dis, c'est une petite ville différente des autres, certes, mais dans lesquelles une vie existe. Tu évoquais la question des matons, appelons-les comme ça, les surveillants pénitentiaires. Alors, il y a des témoignages de violences qui s'exercent des matons sur des détenus. Il y a aussi d'autres témoignages. Évidemment, certaines relations se passent bien. Moi, par exemple, ça s'est bien placé avec ce qu'on peut appeler les matons. Quelle a été un peu comment tu as ressenti un peu la contrainte, on va dire, de l'institution carcérale? Allez, parlons de choses précises. Parlons des parloirs, parlons des cours de promenade, s'ils étaient toujours bien respectés. Parlons de ce qu'on peut appeler cantiner. Ça serait important de ce que que les gens sachent un peu les prix auxquels on achète les choses. Voilà, toutes ces questions un peu là de ce que l'institution te permet de faire, on va dire, si on veut, à l'intérieur des murs. Alors c'est vrai qu'on a certaines possibilités, comme tu l'énonçais, de cantiner. Donc ça signifie que tu as la possibilité d'acheter toutes les semaines de la nourriture ou du matériel que tu as besoin pour ton confort, notamment pendant ton temps de présence. Mais il faut savoir que oui, quand tu arrives dans cette cellule, on te donne un matelas, une couverture, un kit. Et si tu veux te faire toi-même, il va falloir il faut déjà un minimum d'argent, ne serait-ce que si tu es fumeur, le tabac, ne serait-ce si tu veux manger un petit peu plus en supplément de ce qui peut être apporté par les services pénitentiaires, parce que c'est pas forcément non plus toujours à ta guise, parce que chacun mange différemment, chacun a des goûts différents. C'est vrai que les quantités sont pas forcément au goût de chacun. Maintenant, c'est vrai que la vie carcérale, après, il y a des bonnes choses, mais il y a des très mauvaises choses aussi. C'est comme dans la vie à l'extérieur. Après, c'est le comportement de chacun. Si chacun met du sien, il n'y a pas de raison que dedans, ça soit différent de dehors. Maintenant, si dehors, c'est déjà pas bien, ça ne peut pas être bien dedans. Vient se rajouter à ça les difficultés que justement les services pénitentiaires, chaque établissement ont à faire tourner par rapport aux mesures qui leur sont imposées. Ils ont aussi des manques d'effectifs. Donc, quand ils ont un planning ou un horaire à faire respecter et qu'il leur manque du personnel ou qu'il y a un incident divers, ils sont obligés. C'est leur rôle d'être là, présent. Parce qu'ils ne sont pas là que pour ouvrir, fermer une porte et donner la gamelle. Et ils sont aussi là pour apporter la sécurité aux détenus. C'est grâce à eux si la porte s'ouvre. Si eux ne peuvent pas faire leur travail correctement, ils n'arrivent pas à fournir les attentes qu'on a d'eux aussi et les obligations qui se doivent dues à leur travail. Donc c'est vrai que c'est délicat. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. La présence et je pense le bon rapport avec ces personnes-là sont quand même importantes déjà pour eux, dans leur travail, ce qui amène forcément une bonne relation, que ce soit entre surveillants pénitentiaires ou détenus. C'est le relationnel que l'on peut avoir avec chacun dans la vie de tous les jours. Merci pour ce témoignage précieux et qui fait du bien quand même. Encore une fois, j'en profite pour lancer un appel. Si des détenus m'entendent, parler, témoigner. La vie à l'intérieur des murs est trop peu souvent décrite, comme elle l'est fait ici avec brio, et c'est important qu'on sache en fait, que la population soit au courant de ce qui se passe tout simplement à l'intérieur des murs. Alors je me tourne vers Angélique, qui est la compagne de Bruno, et quand une personne est condamnée, on pense souvent que c'est la seule personne qui est condamnée, mais évidemment derrière cette personne il y a souvent une famille. Donc bonjour Angélique. Bonjour à tous.
Toi, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette détention en tant que compagne dans tous les changements que ça a pu apporter sur la vie de tous les jours, quoi. Oui, alors effectivement, ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, on a un enfant de 13 ans. Donc, on se retrouve seul du jour au lendemain. Du jour où on vient le chercher à la maison, il y a la violence déjà de l'arrestation. Ensuite, tout va très vite et on le retrouve en prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Donc là, il faut faire preuve de patience, de volonté, parce qu'on sait que ça ne va pas être facile. Donc, à partir de là, il faut s'organiser seul, parce que bien souvent, on est seul. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide, justement, par rapport aux gens du milieu qui m'ont beaucoup aidé. Donc, à partir de là, il faut s'organiser dans la vie de tous les jours. Il faut gérer le quotidien, le petit, l'école, le travail, puisque je travaille à temps plein. Donc, on se retrouve seul avec un seul salaire. Il faut tout gérer. Voilà. Une condamnation, finalement, tu as été condamné quelque part. Exactement, on est également condamné. On se retrouve en prison au même titre parce qu'on vit le truc 24 heures sur 24, quoi. L'angoisse, l'attente, le manque, voilà. Tout est vécu. Et puis derrière, il y a un enfant. Donc, il faut aussi rassurer l'enfant. Il faut lui expliquer comment ça s'est passé et pourquoi. Et le rassurer, surtout le rassurer. Voilà, et lui faire comprendre pourquoi son père aujourd'hui est en prison alors qu'on se bat tous pour une cause. Voilà, donc beaucoup de difficultés. Sur les accès à l'information de la prison, évidemment, quand on a un proche de détenu en prison, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte de l'aider de son mieux avec ses capacités. Et pour ça, il est possible de remettre des fringues. Comment se sont passées, on va dire, les démarches vis-à-vis de l'institution carcérale? En l'occurrence, on parle de la prison de Villeneuve-les-Maglones. Hein. Comment ça s'est passé pour toi? Alors effectivement, j'ai fait ma demande de permis. J'ai eu la chance que ça se passe assez vite, à peu près 15 jours, entre 15 jours et 3 semaines. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, il faut amener des vêtements. Effectivement, là aussi, on est contraint parce qu'il y a des codes couleurs. Il ne faut pas amener certaines choses, certaines chaussures. Donc, c'est très restreint. Donc, voilà. Et puis après, c'est toutes les semaines, le parloir, une fois par semaine, uniquement. Il faut savoir que les gens qui sont condamnés n'ont qu'un parloir par semaine. Donc, c'est pas beaucoup en même temps. Donc, c'est 50 minutes où il faut pouvoir tout se dire, tout gérer sur les problèmes de la semaine, le quotidien. Voilà. Essayer de lui remonter le moral aussi, parce qu'on s'inquiète pour lui pendant qu'il est là-bas. Effectivement, moi, je considère que c'est la jungle, quoi, clairement. Donc, c'est de l'inquiétude à chaque instant. Tu évoquais les personnes du milieu qui t'ont aidé. Du milieu des Gilets jaunes, effectivement. Alors, parle-nous un peu si une solidarité s'est effectuée et qu'est-ce que ça a pu apporter à vous deux, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, j'ai eu l'aide merveilleuse de Marie-France ici présente, qui s'est occupée de l'aspect juridique du dossier. Donc, qui, effectivement, m'a enlevé une grosse épine du pied parce que c'est un souci en moins à gérer, effectivement, et elle a fait ça très bien. Ensuite, les amis du mouvement avec qui on a fait des actions, des ronds-points, qui m'ont gardé le petit pendant que moi je travaillais, parce que c'est pas facile, travailler en 12 heures, c'est long, donc il fallait occuper le petit aussi. Donc voilà, du soutien au niveau alimentaire, du soutien aussi au niveau de l'argent pour pouvoir faire les mandats, parce que ça aussi, il faut en parler. Tous les mois, il faut faire un mandat, donc il y a un salaire en moins, donc il faut réussir à gérer les factures à l'extérieur, plus le bien-être de son compagnon en prison. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup d'aide de ce côté-là, et merci à tous pour ça, d'ailleurs. Merci aussi pour ce témoignage très important, car on y pense peu, mais effectivement, quand on est condamné, souvent, la famille trinque avec. Effectivement, et il faut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup d'aide de la part des tribunaux. On sort du tribunal, on est jeté dehors comme ça, tout seul, on n'a aucune information. Alors après, il y a une association au niveau de la prison de Villeneuve-les-Maglones qui accueille les familles. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas d'infos, on ne sait rien. Merci beaucoup pour le témoignage de Bruno et Angélique. Merci à vous deux. Avec plaisir. Alors, je vais juste rappeler quelques chiffres sur la prison. Donc, Macron, lui, sous son quinquennat, il a promis, c'est une belle promesse, de construire 7000 nouvelles places de prison. Alors on pourrait se dire, chouette, ça va baisser la population carcérale. Sauf que les rapports de l'OIP, qui est l'Observatoire international des prisons, est assez clair sur ce sujet. Plus on construit, plus on remplit.
et ça ne fait jamais baisser la population carcérale. Je rappellerai aussi qu'en prison, on compte un décès tous les 2 jours, la plupart du temps par suicide. Voilà, ce sont des chiffres crus, mais qui nous montrent un peu la société vers laquelle on tend, c'est-à-dire une société carcérale, j'avais envie de dire un peu à la mode des États-Unis, où au final on se rend compte que tout un tas de personnes finissent par passer par la case prison. Et ce sont parfois des profils qui nous choquent. Personne ne mérite d'aller en prison, mais on peut voir que les catégories de population qui y passent sont de plus en plus larges, tout simplement. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre l'antenne. Serions-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompts à nous servir? Serions-nous des crétins qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie? Tous en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. N'avons-nous point d'éthique pour exiger le SMIC pour un boulot de chien abattu sous la trique, privant nos gras patrons qui galèrent comme des dingues à redresser la nation et l'économie qui flingue? Tous en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. Serions-nous des malfrats pour partir aux Seychelles avec le RSA qui nous tombe du ciel? Serions-nous des crétins pour payer nos impôts plutôt que d'aller fleurir les paradis fiscaux? Tous en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. L'avenir nous tend la main, nous marchons plein d'espoir. Petits moutons crédules qu'on mène à l'abattoir. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. Les capitalistes de toute nationalité, qui eux savent très bien s'entendre par-delà les frontières, au moins pour nous exploiter. Voilà, alors ça c'était Ludwig von 88 qui chantait En avant dans le mur. Vous êtes sur l'écho des Garrigues 88.5 sur la bande FM à Montpellier et www.ecodesgarrigues.com partout sur le net. C'est une écologique un peu spéciale aujourd'hui, un numéro dédié aux Gilets jaunes et à la répression policière, judiciaire et carcérale. Et donc, j'ai offert l'animation à Jules, du journaliste au Point, à Montpellier aussi. Et donc, Jules, vas-y. Et rebonjour. Alors, on a évoqué la répression des coups, la répression des mutilations, la répression policière la plus féroce, la plus brutale, à savoir, disons-le clairement, des coups dans la gueule. On a évoqué la répression carcérale, celle qui consiste à enfermer les gens entre 4 murs. Comme ça, effectivement, ils posent moins de problèmes du point de vue de l'État. Et on va évoquer une autre répression qui ne dit pas tant son nom, qui ne s'assume pas tellement. C'est celle de la garde à vue. Rappelons brièvement ce qu'est une garde à vue. Une garde à vue, c'est une mesure également de privation de liberté
qu'on va infliger à une personne dont on soupçonne qu'elle ait commis des délits. Et le mouvement des Gilets jaunes nous a montré que beaucoup de gardes à vue ont été préventives, dans le sens où c'est simplement des gens qu'on a préféré enfermer avant des manifestations pour éviter qu'ils manifestent. Un petit chiffre, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on parle de 8600 gardes à vue. Ce sont des chiffres, encore une fois, qui nous datent d'avril. Évidemment, ces chiffres ont explosé. Alors, je suis aujourd'hui avec Jérôme. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, Jérôme a été en garde à vue. Il a même été condamné pour des accusations d'outrage. Encore une fois, ce n'est pas la condamnation en elle-même qui va nous intéresser. Ça va être la garde à vue. Alors, une première question. Comment s'est passée la garde à vue ? Quelles ont été les différentes étapes de la procédure ? Et puis, parle-nous un petit peu aussi des choses les plus loufoques qui se passent en garde à vue. Alors, comment s'est passée la garde à vue ? Comme une garde à vue, c'est-à-dire que tu es dans une cellule miteuse qui pue la pisse, très petite, à 4 personnes, avec uniquement 2 matelas. On perd complètement la notion du temps, parce qu'on n'a même pas le droit d'avoir une montre, ni quoi que ce soit. Et c'est audition sur audition, la fouille d'abord, où du coup on te laisse entrer, on t'enlève tes lacets, à peu près tout, tu rentres presque à poil. Pourquoi on t'enlève tes lacets ? Pour éviter que tu sois un danger pour toi-même ou pour les autres. Voilà, donc les lacets sont considérés comme une arme très dangereuse en garde à vue. Et après, juste tu passes le temps, le temps passe, et de temps en temps on t'amène pour te prendre tes empreintes, pour t'auditionner, pour faire des tapissages, donc les fameuses photos comme on voit dans les séries où tu as une pancarte avec ton nom, avec un numéro, avec des choses comme ça. Alors parle-nous de ces fameux tapissages, car je connais la manière dont ça s'est déroulé pour toi. Allez, raconte-nous cette petite anecdote qui vraiment mérite le détour. Raconte-nous comment se déroulent les tapissages au commissariat de Montpellier. Alors pour le coup, c'était plutôt ridicule, étant donné que les personnes qui avaient porté plainte contre nous étaient des policiers du commissariat de Montpellier, donc pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et donc le tapissage consiste à prendre une personne qui est suspecte, à prendre d'autres personnes qui ne sont pas, elles, suspectes, mais qui ressemblent un peu à cette personne, de prendre des photos, une photo d'ensemble avec donc là en l'occurrence on était 4, ces 4 personnes qui portent chacun une pancarte numérotée, et de montrer aux victimes la photo en disant qui est l'individu qui vous a insulté. Derrière les glaces sans teint. Alors, soit derrière des glaces sans teint, soit avec la photo ensuite présentée dans un bureau. Et en l'occurrence, du coup, c'était assez loufoque, effectivement, comme tu dis, étant donné que les autres personnes, pour faire l'échantillon, qui ont été sélectionnées pour être prises en photo avec nous, étaient des policiers du commissariat de Montpellier, qui étaient donc des collègues des plaignants. Et du coup, on a présenté des photos avec nous et des collègues, des personnes qui étaient censées nous reconnaître parmi un lot d'individus soi-disant inconnus. Alors résumons la petite situation pour les auditeurs. Donc, nous avons donc affaire à une personne qui est accusée par des policiers du commissariat de Montpellier de faits d'outrage sur des policiers. L'enquête est menée par des policiers de Montpellier, à savoir les collègues des personnes soi-disant victimes dans l'affaire. Et donc le tapissage est effectué avec des policiers de Montpellier. Donc la boucle est bouclée. Les policiers font à la fois l'enquête, sont à la fois les victimes et font aussi le tapissage. C'est intéressant comme procédure. Alors, le procureur a réclamé un mandat de dépôt en détention provisoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, mandat de dépôt, ça veut dire en fait partez en prison, c'est l'incarcération. Tu n'as pas été placé en détention préventive. Pourquoi, selon toi ? C'est grâce au travail qui avait été fait en amont et à l'extérieur pendant notre garde à vue de garantie d'orientation. Ce qu'on appelle les garanties d'orientation, c'est l'ensemble de papiers, de documents qui prouvent ta situation, qui montrent que tu as une adresse, un travail ou une formation, que tu fais des choses de ta vie, en quelque sorte que tu es quelqu'un de bien, qui rentre dans les bons clous de la société. Et moi personnellement en tout cas, j'avais un dossier avec ces pièces-là qui étaient prêtes, et des amis qui ont pu, quand ils ont su que j'étais en garde à vue, récupérer ces pièces-là et les transmettre à l'avocat qui m'a assisté lors de mon déferment devant le juge des libertés et de la détention, qui est donc celui qui a dû statuer
sur oui ou non j'allais partir en prison, en détention provisoire, le temps de mon jugement qui devait intervenir donc le lendemain de cette comparution. Et étant donné que voilà, mes amis à l'extérieur ont pu fournir ces pièces à mon avocat, eh bien, elles ont été présentées au juge des libertés de la détention qui a donc décidé que la mesure d'exception, ça doit être une mesure d'exception, le placement en détention provisoire, n'était pas justifié étant donné que j'avais des garanties de représentation solides et suffisantes. Alors, on ne saurait que trop répéter à toutes celles et ceux qui nous entendent, effectivement, de préparer ces fameux dossiers de garantie de représentation avant les manifestations, de constituer ces dossiers fournis avec des justificatifs de domicile, des certificats d'inscription à des formations, des contrats de travail anciens ou actuels, ou à défaut des papiers de la CAF, etc., qui prouvent votre situation. Cela permet effectivement d'éviter la détention préventive. On ne le répétera jamais assez. Et tu es bien bavard aujourd'hui à cette radio. En garde à vue, tu l'as été beaucoup moins. Quelles étaient les preuves des policiers dans cette affaire ? Mais justement, ce qu'il faut savoir sur la garde à vue, que j'aurais peut-être pu dire en introduction, c'est que quand tu es en garde à vue, ni toi, ni même ton avocat n'a accès au dossier. C'est-à-dire qu'on te dit uniquement de quoi on t'accuse, donc en l'occurrence un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais on ne te donne pas les éléments qui, selon eux, constituent des preuves, ou en tout cas des éléments de preuve visant à te suspecter. Et du coup, quand tu es en garde à vue, c'est comme dans les films américains, tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi, mais uniquement contre toi, jamais pour toi. Si tu as des choses intéressantes à dire, tu vois avec ton avocat et t'en parles lors du procès si tu es déféré. Parce que, étant donné que tu ne sais pas de à quoi on se réfère, quelle est la base des questions, eh bien, il vaut mieux tout simplement ne pas répondre. Et c'est pourquoi j'ai gardé le silence pendant toute ma garde à vue et j'estime que ça m'a bien servi. Parce qu'au final, le dossier auquel j'ai eu accès après mon déferment, il était tout simplement vide. Il y avait des déclarations vagues de policiers qui disaient oui, on l'a vu nous insulter, etc. Des photos de moi à un endroit, oui, bon, j'étais bien là, et c'est tout. Et ils n'ont pas pu ajouter à ces éléments de preuve qui étaient clairement insuffisants, même si le tribunal correctionnel de Montpellier n'en a pas jugé ainsi. Je n'ai pas ajouté avec des déclarations d'autres preuves ou d'autres éléments qui peuvent les mener à penser que je suis coupable. Le but de ne rien déclarer en garde à vue, c'est d'éviter de s'auto-incriminer. On le répétera jamais trop. N'ayez rien à déclarer en garde à vue. Je précise que c'est un droit, même si les policiers et même parfois les magistrats vont vous dire mais vous avez rien à déclarer, c'est un comportement suspect, ça. Eh bien c'est un droit. On a le droit de ne rien déclarer. Et on vous invite vivement à exercer ce droit. Merci Jérôme pour ce témoignage qui nous rappelle 2 leçons absolument essentielles. S'il vous plaît, préparez vos dossiers de garantie de représentation. Ne déclarez rien en garde à vue. Ne facilitez pas le travail de la police et de la justice. Alors, merci Jérôme. De rien. On va maintenant passer... on a vu le policier, les coups, on a vu la prison, on a vu la garde à vue. Et il y a effectivement, là, dans la suite de cette répression judiciaire, il y a tout ce qui se passe au tribunal de grande instance de Montpellier. Et je suis avec Joël. Joël, bonjour. Tu fais partie de l'Assemblée de Montpellier contre les violences d'État. Bonjour. C'est ça, bonjour, oui. Et avec Marie-France, qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier. Bonjour. Qui également s'occupe des questions liées à la répression, notamment autour du bassin de Thau. Alors, quelques chiffres avant de vous donner la parole. Toujours les chiffres, même si on voit que dans les témoignages aujourd'hui, derrière ces chiffres, il y a du vécu. Alors, toujours des chiffres qui datent du début avril et qui ont fortement augmenté sans aucun doute. Donc on parle de 1600 comparutions immédiates depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et de 800 condamnations à des peines de prison ferme, en sachant que peine de prison ferme ne signifie pas forcément prison, ça peut aussi signifier bracelet électronique, semi-liberté, jour amende. Et donc parmi ces 800 peines de prison ferme, on compte 400 incarcérations comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et on parle de 1500 jugements en attente. Vous êtes, Joël et Marie-France, des observateurs privilégiés de ce qu'on va appeler les comparutions immédiates lors du tribunal correctionnel de Montpellier. Alors, Joël, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est une comparution immédiate ? Oui, bien, en comparution immédiate, on voit des prévenus. Ils ont été généralement interpellés quelques jours plus tôt. Ce que nous avons vu là, tout au long de ces derniers mois, ce sont des gens qui ont été interpellés durant les manifestations ou à l'issue des manifestations du samedi. Ils ont été mis en garde à vue, ils ont passé le week-end en garde à vue et ils comparaissent le lundi.
donc en comparution immédiate. Et si on leur demande évidemment au tribunal s'ils acceptent d'être jugés immédiatement ou s'ils demandent un renvoi. Et on a effectivement cette possibilité de demander un renvoi. Et c'est ce que nous conseillons, nous, de toute façon, pour que les prévenus aient le temps de préparer solidement leur défense. Alors que là, quand ils acceptent la comparution en imaginant que peut-être ils auront un tribunal plus indulgent, eh bien, ils se mettent en danger. Ils ont un avocat commis d'office qu'ils n'ont pas choisi, qui n'est pas forcément bien informé sur leur dossier, qui ne peut peut-être pas mettre en place la stratégie de défense adéquate pour leur éviter une peine lourde, que ce soit une condamnation à de la prison ferme ou avec sursis, des amendes lourdes, etc. etc. Donc, nous préférons, en tant que militants, oui, qui avons maintenant une certaine expérience, nous conseillons aux prévenus de prendre ce risque de demander un renvoi. Il y a un petit risque, en effet, et souvent les policiers et les avocats font pression sur les prévenus en disant « Attention, si vous n'acceptez pas la comparution immédiate, vous risquez d'être mis en prison, en préventif, de la prison, en préventive, jusqu'à la date de votre procès. » Or, si, nous parlions tout à l'heure des garanties de représentation, si le prévenu a ce dossier qui a été fourni par ses proches, sa famille, donc de garanties de représentation, prouvant qu'il a un domicile, qu'il a une activité, qu'il a éventuellement des enfants en charge, qu'il est bien inséré dans la société, enfin bref, qu'on le retrouvera et qu'il ne va pas disparaître, il peut être mis donc, en liberté sous contrôle judiciaire et préparer tranquillement sa défense pendant toute la durée, jusqu'à la date de son procès. Merci pour ces informations. Parmi les autres conseils qu'on va donner aujourd'hui, il est vrai que réclamer un délai lors des audiences de comparution immédiate permet de préparer une défense plus sereine. Et j'avais envie de dire, permet de préparer une défense tout court. Établir une stratégie de défense en 48 heures, c'est-à-dire l'espace de la garde à vue, cela relève de l'impossible. Alors, avant de passer la parole à Marie-France, Joël, j'aurais une autre question pour toi. Parle-nous un peu des anecdotes, de ce qui se dit un peu dans ces comparutions immédiates. Oui, alors je voudrais d'abord préciser que je n'avais pas l'habitude d'assister à ces comparutions, bien que certains de mes proches, de nos proches, aient pu déjà y assister, parce que je rappelle un petit peu d'où je viens. En 2015, s'est constituée une assemblée générale contre l'état d'urgence à Montpellier, dont je faisais partie. Nous avons dénoncé effectivement les abus de pouvoir, les abus qui étaient possibles et rendus possibles avec ces lois d'exception. Bon, nous avons été amenés aussi à faire une réflexion sur le carcéral, sur la politique carcérale, dont aussi des copains ont pu participer à différents procès et nous ont rapporté un peu comment la justice s'est exercée. C'était assez hallucinant quand j'entendais ça. Bon, je me suis moi-même collé au moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors, effectivement, ce sont des moments assez pénibles, il faut bien le dire, parce que nous devons, pendant des heures, écouter dans le silence le plus respectueux des propos qui sont des propos extrêmement tendancieux venant du représentant du ministère public, le procureur, ou du juge qui préside le tribunal. Les prévenus qui sont généralement fatigués, parfois sales, 48 heures de garde à vue, pas de changement, pas de linge propre, etc., sont infantilisés, accusés d'un peu tous les maux. On leur reproche d'être violents. Alors, bien souvent, au début, on entendait une distinction faite entre les manifestants gilets jaunes tout à fait légitimes, qui portaient des revendications parfaitement légitimes, et les casseurs professionnels, souvent assimilés à des groupes extrémistes anarchistes, auxquels se seraient agrégés les prévenus, parce qu'eux n'avaient pas vraiment le profil de professionnels, on se demande bien financés par qui d'ailleurs, et ni anarchistes. Bon, donc c'était simplement des gens violents, voilà, qui seraient venus se défouler violemment, de manière comme des voyous. Voilà, on entend ce genre de choses. Alors, à cela, évidemment, le prévenu ne répond pas. Il est généralement dans une espèce donc de soumission, parce qu'il essaie de ne pas aggraver évidemment son cas. Et on le pousse même à faire acte de contrition, à présenter des excuses, à s'humilier. Et voilà. Bon, je n'entrerai pas plus dans le détail, mais tout le discours tenu va dans ce sens-là, de l'humiliation, du rabaissement du prévenu, avec aussi une distinction entre certains prévenus et d'autres, suivant leur origine sociale, leur niveau culturel ou scolaire, etc. Alors merci pour ce témoignage et effectivement, on note souvent lors des audiences de comparution immédiate ce que tu notais, c'est-à-dire une individualisation des cas,
une dépolitisation, dans le sens où au final on aurait affaire à des gens bêtes, stupides, méchants, et une psychologisation, comme si tout ce qui se passerait lors du mouvement des Gilets jaunes relèverait de la psychiatrie, et non d'un ras-le-bol général, d'un malaise social, d'une envie de faire la révolution. Hein. Voilà, je préciserai une chose. Il est question de violence toujours reprochée aux prévenus, parce qu'il y a eu des jets de projectiles, il y a eu parfois des insultes, des choses de ce genre-là. Mais il n'est jamais question de ce qui a pu susciter cette réaction violente. La violence d'État, la violence venant des institutions, la violence venant d'une politique qui affaiblit, qui, on a dit, hein, qui rend la vie des gens de plus en plus difficile, et puis la violence policière. Il n'en est absolument pas question, jamais. Les policiers sont toujours dans le prétoire victimisés, bien entendu, et demandent d'ailleurs des réparations aux prévenus. Merci Joël. Alors Marie-France, toi tu fais partie de la Ligue des droits de l'homme, hein, qui est aussi une organisation qui a notamment dépêché des observateurs lors des manifestations pour un peu témoigner, documenter les cas de violences policières. Et il a notamment été produit un rapport de la Ligue des droits de l'homme sur les comparutions immédiates. Alors, qu'en est-il de ce rapport ? Quels sont les éléments un peu factuels ? Alors, il y a un rapport qui a été établi sur le premier trimestre, c'est-à-dire du 29 décembre 2018 au 18 mars 2019. Donc, les différents observateurs de la Ligue ont constaté dans les 46 cas répertoriés, il y avait 5 types de poursuites qui étaient... en amont, la participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences, la dégradation de biens, détention de transport d'armes ou transport d'armes et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, sans incapacité, souvent, outrage et ou rébellion envers personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, ce qui est choquant quand on arrive, comme beaucoup d'entre nous, dans ce mouvement où on n'a jamais eu accès ni aux tribunaux, ni à la répression. Ce qui m'a profondément choqué d'assister, c'était surtout de me rendre compte que de très nombreux prévenus, entre guillemets, n'avaient pas de casier judiciaire. Et ça, on n'en tient jamais compte. Ce sont des gens qui étaient en colère le 17 novembre, qui ont eu effectivement peut-être de temps en temps des comportements. Alors dans les choses reprochées, on a des jets de bouteilles vides, on a des pommes de terre, on a aussi un retour de palais. Alors arrêtons-nous sur une petite... Tu parles des faits qui sont reprochés. Tu parles notamment des violences sur personnes, on va dire, dépositaires de l'autorité publique. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle violence dans un tribunal sur personne de dépositaire de l'autorité publique ? Alors la violence, c'est un peu difficile à discerner parce que c'est souvent quand on les arrête qu'ils deviennent violents. Après, on peut considérer que la violence, ça a été de leur relancer un projectile qu'ils avaient envoyé. C'est-à-dire qu'on est autorisé, d'après ce que j'ai entendu, à repousser le palais de côté, mais jamais de le retourner vers. Ça, c'est quelque chose qui a été bien vu. Et en fait, on a... j'ai eu l'impression que le plus, c'était la participation à un groupement formé en vue d'eux. Et les prévenus n'arrivent pas à justifier le fait qu'ils sont venus manifester, simplement, qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'être violents, mais qu'effectivement, si ils reçoivent... soit ils voient quelqu'un se faire interpeller violemment. Après, peut-être dans l'action, ils ont quelques comportements qui leur sont préjudiciables au tribunal, quoi. Alors j'en profite pour faire une petite remarque. Le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations, on est bien dans une justice prédictive, hein, où c'est en vue. Pour ceux qui ont vu le film Minority Report, hein, qui essaye d'imaginer un peu un film de science-fiction, qui essaye d'imaginer la justice dans le futur, où on interpellerait les gens avant même qu'ils aient commis des délits, eh bien, on est dedans. Et pour les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent condamnées pour violence, alors qu'il n'y a ni victime, ni blessure. Voilà. Et une fois, la juge Boussaguet, du tribunal correctionnel de Montpellier, a dit que pouvait être considéré comme violent tout acte de nature à créer un choc émotif. Voilà, que les choses soient dites. Alors, sur les comparutions immédiates, toujours, Marie-France, ce rapport, quelles sont un peu les conclusions ou ses préconisations, ses grandes lignes générales ?
Alors, on a eu souvent donc, la participation au groupement, ça a été 63% des condamnations. La violence sur dépositaire de l'autorité publique, ça a été 28%. Et les dégradations, 20%. Et de temps en temps, elles sont cumulables. Sauf que le problème, c'est que ce qui est souvent reproché, c'est la participation. Or, dans une échelle de 1, qui est la plus grave, à 8, qui est la moins grave, elle est classée numéro 6. En fait, c'est un détournement de procédure qui est appliqué au tribunal. Ok, eh bien merci pour ces observations. Alors, il est 14h55. Nous avons encore l'antenne pendant 5 petites minutes. Je vais rappeler un peu l'agenda de l'Assemblée de Montpellier contre les violences d'État et pour les libertés. Vous rappelez qu'il y a un rassemblement devant la prison de Nîmes à 19h30 le 13 juillet, avec dans l'idée d'aller soutenir les détenus, notamment les femmes qui sont incarcérées à la prison de Nîmes. Il y a aussi un rassemblement le 4 août devant la prison de Villeneuve-les-Maglones à 20h, toujours dans l'idée d'aller faire du bruit, de montrer, d'exprimer bruyamment notre solidarité avec les prisonniers. Et je rappelle que du coup, les réunions de l'Assemblée de Montpellier contre les violences d'État et pour les libertés se tiennent chaque mardi à 19h30 au local associatif montpelliérain Le Barricade, situé 14 rue Aristide Olivier, et qu'en août, ces réunions auront lieu seulement le 6 et le 20 août à la mauvaise réputation 20 rue Terral. Toutes ces informations techniques, pratiques, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de l'AG de Montpellier contre les violences d'État et pour les libertés, sur lesquelles nous publions nos actualités. Je vais en profiter, il me semble, pour remercier l'intégralité des personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour cette première émission de radio de l'Assemblée qui, je l'espère, aura de nouveau lieu grâce à l'écho des Garrigues que nous remercions 1000 fois. Donc merci Yvan, merci Angélique, merci Joël, merci Marie-France, merci Bruno, merci Jérôme. Et il me semble qu'une petite chanson s'impose. Je vais vous inviter à venir près du micro et nous allons donner le petit départ de la chanson. Allez, 1, 2, 3, 4. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez, merci à vous tous. Voilà, donc cette émission sera rediffusée le jeudi 18 juillet à 19h et elle sera podcastable sur le site de l'Écho à partir de dimanche 1h du matin. Voilà, bah écoutez, faites du bruit. Hein. Voilà, ciao. Merci, au revoir. Yes.